Et c'est le sujet numéro 3 de la série générale. Sommes-nous responsables de l'avenir? Le paradoxe, vous voyez bien, l'avenir, c'est ce qui n'est pas encore. Être responsable, c'est faire attention, c'est pouvoir répondre, c'est pouvoir protéger, c'est pouvoir choyer, c'est pouvoir maintenir les conditions de l'existence de quelque chose qui est là. Donc, comment peut-on être responsable, c'est-à-dire pouvoir agir pour préserver, par exemple, sur quelque chose qui n'est pas là comme l'avenir? Le paradoxe est assez simple à trouver. Pour l'instant, il n'y a pas trop de problèmes. Évidemment, la question de l'écologie résonne, la question des générations futures, la question de la tradition. Je m'insère dans une série voilà, de générations qui se suivent et qui ont peut-être pensé aux générations futures. Voilà, c'est des belles questions qui sont posées. Première partie, oui, nous sommes responsables de l'avenir. L'avenir dépend de nous. Voilà, nous-mêmes, nous sommes insérés dans un continuum temporel, voilà, où des prédécesseurs nous ont bien mis, on va dire. Voilà, on fait attention à nous transmettre de la culture, de la poésie, de la philosophie, de la démocratie, un espace viable. Nous sommes des héritiers, tout simplement, donc cette notion d'héritage, et nous avons comme mission aussi de transmettre. La notion d'éducation peut être très intéressante. Oui, je suis responsable de l'avenir car d'ores et déjà, l'avenir se présente sous la forme des enfants, et donc je suis responsable de l'éducation que je leur donne, des valeurs que je leur transmets. Cette notion de transmission pouvait vraiment être magnifique également. Deuxième, alors, on crescendo, hein, donc on dit oui, on est responsable, et puis on doit finir que oui, c'est-à-dire il ne peut pas y avoir d'autre solution que de répondre oui à la question du sujet. Donc, sommes-nous responsables de l'avenir? Nous ne sommes responsables que d'une seule chose dans la vie, c'est de l'avenir. Parce que être responsable de quelqu'un qui est en face de moi, en fait, oui, je fais attention qu'il ne tombe pas. Voilà, je fais attention à ce qu'il ne tombe pas. D'accord, mais il n'est pas tombé. Hein, il n'est pas tombé, il risque de tomber. Donc, en fait, toute prévention, toute responsabilité est toujours une projection dans l'avenir. Je dois prévenir les dangers, je dois prévenir le côté, voilà, le danger, je dois être vigilant, je dois être méfiant, je dois anticiper, et ça fait partie de mon devoir. Toute responsabilité est une anticipation. Hein, vous voyez, sur ce qu'il risque d'arriver. Donc la notion de risque est très intéressante, la notion de prévoyance, d'anticipation, de principe de précaution. Hein, si vous voulez aller sur des débats actuels, la question du nucléaire, par exemple, pose problème, puisque le nucléaire, c'est évidemment amputer l'avenir d'une insouciance, puisque les déchets nucléaires doivent être gardés et sont très dangereux, par exemple. Donc, toute responsabilité engage l'avenir. Voilà, donc on radicalise. À partir du moment où tu es responsable de quelque chose, c'est forcément aussi de l'avenir. C'est peut-être pas que de l'avenir, mais c'est aussi de l'avenir. Réfléchissons, hein, si je suis responsable de quelque chose que l'on m'a confié, et qu'on peut donc me dire, voilà, quelques jours plus tard, est-ce que tu as bien fait attention à ce que je t'ai confié? Forcément, c'est l'avenir. L'avenir est toujours à prendre en compte. Être responsable d'un enfant, c'est pas être responsable de l'enfant à partir du moment où je l'ai simplement en face de moi dans l'instant présent. C'est toujours l'idée d'une croissance, de quelque chose qui va grandir et que je dois apprivoiser, que je dois, comme un tuteur, faire pousser dans le bon sens. On a radicalisé le oui, on peut aller dans le non. On va se contredire et sous forme de questions en début de deuxième partie, on remet en question ce qu'on vient d'affirmer de façon truculente en première partie. Non, je ne suis pas responsable de l'avenir. D'abord, il n'existe pas. Voilà, l'avenir, il n'est pas là. On peut fantasmer l'avenir, mais on n'est jamais sûr de ce qu'on aura. L'anticipation, la prospective, c'est très compliqué. Et puis, quelque part, à trop vouloir être dans l'avenir, on oublie le présent et le passé. C'est-à-dire à être complètement focalisé dans une responsabilité d'avenir, ça permet de nous dédouaner des responsabilités du présent et même des responsabilités envers le passé. Voilà, insistons plutôt sur les traditions. Donc là, c'est une partie un peu tradition, il faut être enraciné. N'allez pas vers l'extrême droite vraiment, mais c'est une partie un peu du terroir. Voilà, vous pouvez, si vous voulez, flirter avec l'extrême droite, vous avez le droit. Hein, en philosophie, on peut. Hein. Là, c'est pas votre conclusion, c'est la deuxième partie. On peut aller vers du Maurice Barrès, par exemple, ou du François Mauriac. Non, François Mauriac n'est pas extrême droite. Excusez-moi. On peut aller du côté du Maurras ou du Barrès. Moi, je dirais, voilà. Voilà. Donc, on peut être maurassien
Donc Charles Maurras, vous connaissez, voilà, Charles Maurras, c'est ce nationalisme, voilà, qui était d'ailleurs très très en colère de l'Allemagne, hein, qui a voulu lutter contre l'Allemagne au nom du nationalisme français. Donc voilà, vous pouvez faire une apologie du terroir, de la France, des valeurs de la France. Maurice Barrès est plutôt, comment dire, spirituel, subjectif, émotionnel dans son petit côté extrême droite. Et puis Charles Maurras est plutôt du côté rationnel. Pour lui, c'est rationnel. Il faut vraiment, et voilà, il y a une rationalité dans le nationalisme. Bon, là c'est la partie un peu touchy. En tout cas, vous pouvez radicaliser cette partie en disant ça ne peut être que non. Hein, c'est le grand 2 petit c. L'avenir n'existe pas, vraiment bien insister là-dessus. Et du coup, bah, on n'est pas du tout responsable de l'avenir. Occupons-nous de la tradition à perpétuer, occupons-nous du présent, c'est déjà bien assez. Et troisième partie, toujours une autocritique en début de troisième partie, et l'écologie dans tout ça, les générations futures, notre générosité. Là, le philosophe qui s'est éclaté avec ça, c'est Auguste Comte. Il parle du grand être de l'humanité, carrément. Hein. Voilà, c'est 80 milliards d'êtres humains voilà, dont on est à la fois héritier et puis on est juste un relais. Voilà, donc il faut pas dire après moi le déluge. Hein. Il faut penser qu'on a une responsabilité, je dirais, par rapport à la nature. Vous pouvez aller du côté de Hans Jonas sur le principe responsabilité. Vous pouvez parler d'écologie. Vous pouvez parler de génération future. Voilà. Bon, alors, il y a des philosophes qui sont interdits. Albert Jacquard. Albert Jacquard est un philosophe français, voilà, scientifique, mais aussi avec une vraie portée humaniste. Mais il est mort il n'y a pas longtemps, donc en philosophie, voilà. Et puis il n'est pas encore validé par l'institution philosophique, donc ça peut être sympa, mais vous risquez, voilà. Mieux vaut aller vers comment dire, Auguste Comte, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus validé. Donc on va pas radicaliser en grand 3 petit c. On va simplement montrer que seule la philosophie nous permet d'être responsable de l'avenir, tout simplement. Encore une fois, un hymne à la philosophie. Brossez votre correcteur dans le sens du poil, sans être obséquieux, en étant très costaud et héroïque, mais l'héroïsme est du côté de la philosophie. C'est la seule matière où il faut flatter le correcteur. Hein. Les autres, faut être voilà. Mais la philosophie, c'est une façon, voilà, de se projeter dans l'avenir, d'essayer d'anticiper les choses et puis d'avoir voilà, la responsabilité du destin de l'humanité. Hein, là, un roulement de tambour, l'humanité en fait partie. Et là, vous faites un truc évidemment transfrontière, sortant des discriminations, et on n'en fait jamais assez. Et un truc démocratique, voilà, emballé, c'est pesé, et vous avez une super note. Voilà, j'espère que ça vous aide. J'ai un petit ton désinvolte, j'en aurai dans d'autres vidéos, car c'est une épreuve que je critique. Si vous êtes intéressé, bien sûr, pour cette épreuve, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez voir du côté de la méthode voyoute, donnez-la aux futurs bacheliers. C'est une façon de hacker la philosophie attention, pas n'importe laquelle, du bac philo en France, qui est une mascarade. Et qui a commencé d'ailleurs dans une mascarade énorme. Je tiens à vous rappeler quand même que dès 1880, quand la philosophie était une matière absolument couronnant les études des garçons, car l'enseignement était non mixte, eh bien les garçons voyaient leurs études couronnées par la philosophie. La loi Camille Desaix de 1880 interdisait la philosophie au lycée de jeunes filles, enfin à l'éducation des jeunes filles, parce que, soi-disant, on ne voulait pas, quand on rentre du boulot, avoir des femmes qui auraient été préoccupées à regarder les astres. Voilà un argument. Hein. La philosophie vous détourne des tâches domestiques, et ce qu'on veut, c'est la popote quand on rentre le soir. Et donc, vous voyez que cette philosophie, elle est profondément, cette philosophie scolaire, voilà, elle est profondément anti-femme, misogyne, une sorte de couronnement pour les garçons. Alors, ça s'est calmé avec 2 succès, les 2 Simone de la philosophie française. Il n'y en a que 2, hein. Simone Veil, Simone de Beauvoir, dans les années 1940-1950. Là, il y a eu des succès de librairie. Camus a adoré Simone Veil. Il a dit, attendez, il ne faut pas l'oublier, le féminicide intellectuel, on va juste éviter pour elle. Après tout, elle est mystique et puis elle a un destin tragique, morte très jeune. Et puis, Simone de Beauvoir, c'est la meuf de Sartre et donc tout va bien. Elle a le droit parce que, bon, il y a Sartre.
Tant qu'il y a Sartre quelque part, on peut le faire. Voilà, donc c'est les 2 seules femmes philosophes autorisées aujourd'hui. On voit bien que c'est une matière complètement dégénérée en termes d'ouverture, d'inclusion, voilà. Et donc mon ton critique vient d'une véritable critique très appuyée que je développerai d'ailleurs un tout petit peu dans mon prochain livre, La philosophie française, 50 portraits de philosophes français, et je vous garantis qu'il y aura une belle place accordée aux femmes. D'ici là, on continue, on partage, on like, on commente, on partage la méthode Voyoute, et puis je corrige les autres sujets. À bientôt les amis.